et bienvenue à tous. Merci d'être là en ce mardi 4 décembre. Et à l'occasion, on fait un petit coucou et on salue tous les natifs de cette journée. On leur souhaite le meilleur dans la vie. Et puis, bien sûr, au cas où vous l'auriez peut-être pas su, vous êtes en direct avec l'équipe de Bonjour d'Algérie, votre magazine matinal qui vous propose de nombreuses thématiques et de nombreux invités aujourd'hui, à commencer par l'artiste peintre Yasmina Saadoun qui actuellement expose à la galerie Racim et qui sera reçue par Nassiba Jaïdir dans la rubrique Mosaïque. Donc pour les fidèles, ils savent déjà. Aujourd'hui, gros plan également sur un autre artiste dans un autre registre. Nous recevons le réalisateur belge Thierry Michel à l'occasion de la projection de son film hier, donc Les enfants du hasard. On verra tout à l'heure, on découvrira un petit peu le film qui a connu un franc succès hier à la salle Ibn Zaydoun et qui sera encore projeté. Rappelons seulement, pour ceux qui ne connaissent pas Thierry Michel, que c'est celui qui a réussi à révéler par le documentaire le prix Nobel 2018, l'homme qui répare les femmes en République démocratique du Congo, donc celui qui a lutté contre l'excision en Afrique. Voilà un petit peu pour vous donner un petit aperçu de ce participant au Festival du cinéma d'Alger, donc Festival international du cinéma d'Alger, qui se poursuit donc dans la salle Ibn Zaydoun et la salle Mohamed Zinat. Et puis, donc pour justement les passionnés donc d'art, voilà ce qu'il en est. Et puis nous aurons aussi l'occasion de faire un gros plan ce matin sur l'Envredette qui est l'agence de valorisation des résultats de recherche et de développement technologique. Sans oublier, également l'invité de Nejma Heresh dans l'espace news. Donc l'invité d'aujourd'hui est le directeur de la marine marchande et des ports. Donc voilà un petit peu qui est dit par rapport à la composante de la matinale d'aujourd'hui. Restez avec nous, un point météo avant justement les détails de l'ensemble de ces thématiques. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour Amel. Bonjour Adia. Ça va? Ça va, merci, oui. Un petit chat dans la gorge Oui, tout à l'heure. Hein. Ça arrive. Hein. Oui, ça arrive. Très souvent, Ouais. Même en hiver. Exactement. Voilà. Mais on est en plein hiver, mais j'ai l'impression que le soleil quand même On se croirait au printemps aussi. Hein. On se croirait au printemps Oui, cette semaine à Alger du moins. Hein. Je ne Oui. sais pas ce qu'il en est. Ah, aujourd'hui, c'est tout le pays, franchement. Ouais, tout le des pays est températures ensoleillé comme agréables, hier. Comme hier. Ah ben tant mieux, moi j'adore Voilà. le soleil. Ah bon? Voilà, mais qu'en est-il justement des nouvelles des cieux? Allez, on y va. Alors, bonjour à tous et bon réveil pour aujourd'hui. Eh bien, vous allez voir, la carte parle d'elle-même du soleil partout, au nord comme au sud, avec toutefois quelques nuages de type bas sur les régions de l'Est en matinée. Puis, ces nuages sont persistants par contre, mais le temps va se dégager progressivement sur les régions de l'Est. La moitié sud, rien à signaler. Le soleil sera bel et bien présent sur le sud-ouest, la Saoura, le Nord Sahara, les oasis, le Sahara central, l'extrême sud, le Garth-Tassili ainsi que vers le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, eh bien, elles sont plutôt agréables et douces pour la saison, avec un maximum de 25 degrés du côté de Tlemcen, également Rodizane, Sidi Bel Abbès, 23 Oran, 22 Alger, 20 degrés à Annaba et Tizi Ouzou, 24 à Mascara, 18 Sétif, Djelfa Al Biyad, 17 à Batna, au sud 22 degrés du côté de Biskra, Hassim Saoud Ouargla, 21 Ilizi, 3 Gardaya Béchar, 24 degrés, Tindouf, Adrar Insalah également, Taman Rasset, Janet et enfin le maximum toujours à Borj, Bedi Mourtar et Ingzam avec 30 degrés. On va faire un petit tour du côté de l'Europe comme toujours où le ciel restera partiellement nuageux, plus exactement du côté d'Oslo, également Berlin, Prague, Bucarest, Athènes, Rome, Marseille, Paris, également Madrid, Lisbonne et Londres. Les pluies sont attendues du côté d'Helsinki, Dublin, nuageux par contre du côté de Bordeaux. Côté température, eh bien, on relèvera 3 degrés du côté d'Oslo, 6 Copenhague, également Londres, Dublin, 11 à Paris, 7 à Varsovie, 8 à Prague, Budapest, 0 degrés à Bucarest, 17 Marseille, 15 à Madrid, 19 le maximum à Rome, en passant par les 18 degrés vers Lisbonne.
Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous a été présentée par Mobilis. Merci beaucoup, Amel. Passez une excellente journée. Excellente journée. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, je cède la parole à Nejma Harisha, présent pour un point, non pas météo, pour un point d'actualité. Bonjour Radia, bonjour à tous. Dans un message à l'occasion de l'ouverture à Oran de la 20e semaine nationale du Saint-Coran, lu en son nom par le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Issa, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a indiqué que la force d'une nation se mesure à sa fidélité à son passé, à son patrimoine et à son histoire, et que sa faiblesse réside dans le reniement de son passé, l'abandon de son patrimoine, l'oubli de son histoire et le mépris de son enseignement. L'identité de l'Algérie est sous-tendue par son passé amazigh ancestral, son histoire arabe séculaire et son patrimoine arabo-musulman authentique, et la fidélité de ses constantes, c'est la fidélité à la patrie même, a-t-il soutenu dans ce sens, estimant inadmissible aujourd'hui que les débats creux et le scepticisme systématique poussent nos enfants au déni de leur histoire, au reniement de leurs ancêtres et au dénigrement des constantes de leur identité. Il a relevé que la fidélité à l'histoire et aux aïeux, en étant ouvert sur l'ère moderne et en réagissant de manière constructive avec la réalité, permettra à l'Algérie d'atteindre ses ambitions et de se hisser au rang des grandes nations. Le chef de l'État a tenu à mettre également en garde dans son message contre le fait que nous pourrions aujourd'hui être à l'origine du détournement de nos enfants, de leurs aïeux oulémas, qui ont défini pour cette patrie les fondements d'un référent religieux orthodoxe, inspiré du Coran et de la Sunna et basé sur la modération et le juste milieu, un référent religieux qui se renouvelle et s'adapte par l'ijtihad, a-t-il dit. Pour le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, c'est là véritablement le risque de déstabiliser leur confiance en leurs acquis de compréhension et d'interprétation et de les exposer aux dangers des courants de pensée intrus, des tendances confessionnelles dévoyées et des manœuvres opportunistes instrumentalisant l'islam pour diviser les sociétés, affaiblir les pays et y semer la haine et la rancœur, soulignant l'impératif d'adopter la vertu de fidélité en tant que gage de la sincérité, de l'amour de la patrie, sa défense et sa préservation, affirmait que la fidélité en tant que valeur fondamentale s'ajoutant aux nobles principes représentant l'échelle des valeurs nationales constitue le solide rempart contre lequel s'échoueront toutes les manœuvres visant notre identité, notre modération et notre unité religieuse et nationale. Par ailleurs, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a évoqué les fruits de la charte pour la paix et la réconciliation nationale que la Constitution a érigée en principe immuable et en base de travail dans notre appréhension des réalités et des événements, soulignant que cette charte née d'une douloureuse crise ne signifie nullement déchirer la page du passé et oublier la tragédie de ses causes, et qu'elle ne nous met pas totalement à l'abri d'une autre tragédie, a-t-il affirmé Abdelaziz Bouteflika. Le danger continuera de nous guetter si nous ne demeurons pas fidèles à ces martyrs qui se sont sacrifiés pour préserver l'unité de l'Algérie et contrecarrer le discours de la discorde, de la haine et de la discrimination. À l'occasion de cette rencontre, le président de la République a tenu à exprimer la gratitude et la déférence de l'Algérie à tous les imams qui n'ont pas quitté leur poste, abandonné leur mosquée et cédé leur tribune aux voix de la discorde durant la tragédie nationale en payant le lourd tribut, estimant que la fidélité à cette élite choisie passe par la poursuite de lutte de l'État contre le discours de la haine et les tentatives de division. Je disais donc
et les tentatives de division sectaire et confessionnelle et la réhabilitation du legs de nos ancêtres ulama. En conclusion, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a appelé l'ensemble des organisations de la société à assumer leur mission, à œuvrer à la conjugaison des efforts au service de l'intérêt général et apporter aide et assistance aux établissements d'éducation spirituelle orthodoxe et authentique afin de propager la vertu dans la société, accompagner ces dernières dans le retour vers son passé noble, de nobles valeurs, leur promotion et leur consécration dans le vécu quotidien, conclut le chef de l'État Abdelaziz Bouteflika. Et à cette occasion, les imams de la wilaya d'Oran ont honoré le président de la République pour ses réalisations et les efforts qu'il a déployés durant ces 2 décennies lors de l'ouverture de la Semaine nationale du Saint-Coran dans sa 20e édition. Donc c'était hier à Oran. La 12e session du Conseil d'affaires algéro-saoudien s'est tenue hier à Alger, une session co-présidée par le ministre de l'Industrie et des Mines Youssef Yousfi et le ministre saoudien du Commerce et de l'Investissement Majid Abdullah Al-Qassabi. À cet effet, des partenariats ont été établis entre les opérateurs algériens et saoudiens en vue de concrétiser 5 projets de partenariat dans plusieurs wilayas du pays. Youssef Yousfi s'est dit satisfait de la disposition des 2 pays à hisser la coopération dans le domaine de l'industrie et d'autres secteurs. Le secteur de l'industrie, a-t-il confirmé, figure en tête des secteurs qui s'attellent à concrétiser des projets de partenariat entre les 2 pays, soit 12 projets d'un montant de 14 milliards de dinars, et ce dans les domaines de produits chimiques, du bâtiment, de l'industrie alimentaire et de la sidérurgie. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh effectue une visite officielle au Qatar, effectuera donc à partir du 4, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 6 décembre prochain, sur invitation du docteur Khaled Ben Mohamed Al-Atiyah, président adjoint du Conseil des ministres d'État aux affaires de défense qatari, selon le communiqué du ministère de la Défense. Cette visite sera une occasion pour étudier les voies et les moyens de coopération entre les 2 armées. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a poursuivi hier sa visite officielle aux Émirats arabes unis à l'invitation du cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, commandant suprême adjoint des forces armées, prince héritier d'Abu Dhabi, selon toujours le communiqué du MDN. Au 3e jour de sa visite aux Émirats arabes unis, le général de corps d'armée a été reçu par Cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre, ministre des Affaires de la présidence des Émirats arabes unis, à qui il a transmis les salutations du président de la République Abdelaziz Bouteflika, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, qui veille à la consolidation des relations de coopération fraternelle, et ce conformément à la volonté des chefs des 2 États, a souligné donc toujours le communiqué. Le général de corps d'armée a mis également l'accent sur les grands pas accomplis dans les relations algéro-émiraties sur plusieurs niveaux, affirmant que le cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyan a réaffirmé à cette occasion la solidité des relations entre les 2 pays et la nécessité de les renforcer et de les intensifier davantage. Au siège de l'état-major des forces armées émiraties, le général de corps d'armée a été reçu par le général de corps d'armée Hamed Mohamed Thani El-Roumeiti, chef d'état-major des forces armées émiraties. Après les honneurs militaires accomplis par un détachement des forces armées émiraties, le général de corps d'armée a eu une séance de travail avec le général de corps d'armée Hamed Mohamed Thani El-Roumeiti, et à qui il a exprimé sa satisfaction quant au niveau de la coopération militaire entre les 2 pays à travers une évaluation globale et objective donc de cette coopération, notamment dans le domaine des fabrications militaires.
De son côté, le chef d'état-major des forces armées émiraties a réaffirmé donc la nécessité de poursuivre la consolidation de la coopération bilatérale entre les armées des deux pays. Le général de corps d'armée a été également reçu par Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, commandant suprême adjoint des forces armées, prince héritier d'Abu Dhabi, à qui donc il a renouvelé les vœux et les salutations du chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à l'occasion de la fête nationale des Émirats arabes unis. Et donc, à cette occasion, les deux parties ont eu des entretiens autour de la relation bilatérale, notamment dans le domaine militaire, avant de convier le général de corps d'armée pour assister une nouvelle fois à une partie de festivités. Et dans l'actualité pour aujourd'hui, à Burj Baririj, le ministre de la Santé, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière inspecte aujourd'hui les établissements publics de santé de proximité des communes de Mansoura à Burj Dir et le chantier de l'hôpital orthopédique du chef-lieu de la Wilaya avant de présider une rencontre avec les cadres locaux de son secteur. Et dans l'activité ministérielle prévue aujourd'hui à Khanchla, le ministre des Travaux publics, Abdelghani Zalel, se rendra dans la commune de Chechar pour inspecter les travaux de réalisation d'un ouvrage d'art sur le chemin de la Wilaya 8 et les chantiers de réhabilitation des réseaux routiers des communes de Chechar, à Ain Touila, à Khanchla. Et à Sidi Blabès, le ministre des Ressources en eau, en visite pour inspecter plusieurs chantiers relevant de son secteur et suivre une présentation notamment sur les travaux d'aménagement de Oued Mekera traversant la ville de Sidi Blabès et ceux relatifs au transfert des eaux à partir de Chott el-Gharbi pour alimenter plusieurs daïras de la Wilaya. Et à Bouira, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, doit aussi inspecter les travaux de réalisation de sous-gradins pour le stade complexe Rabah Betat et de la ville, le projet de réalisation d'un complexe sportif de proximité et aussi lancer les travaux de pose de gazon. Et à cette occasion, une cérémonie de signature d'une convention de coopération entre l'Office des établissements de jeunes de Bouira et ceux de Béjaïa et de Biskra est attendu avant de clôturer sa visite. Donc Mohamed Hattab doit remettre des équipements sportifs aux établissements spécialisés de l'action sociale. Voilà ce qu'il y avait dans l'actualité. Tout de suite, l'invité de la matinale. Mon invité pour cette matinée est un homme bleu, Monsieur Rzel Abdelkrim, directeur de la marine marchande et des ports, représentant du ministère des Transports et des Travaux publics. Je rappelle que vous êtes de formation, vous êtes navigant de formation, oui, et vous êtes aujourd'hui présent avec nous pour parler de la Blue Economy. Donc à cette occasion, une conférence ministérielle régionale est en train de se tenir. Ça a débuté hier. Il s'agit ça concerne le développement durable de l'économie bleue, donc une économie positive qui puise ses richesses de la nature. Est-ce qu'on s'en rend finalement compte, Monsieur Rzel, de l'importance de cette économie bleue? Merci tout d'abord, merci pour l'invitation et pour l'intérêt que vous accordez au monde maritime, ce monde vaste et passionnant. Vous savez, les territoires maritimes représentent 2/3 de la surface du globe et ils décèlent des richesses connues, mais ce qui est méconnu est encore plus important. Toutes les nations maritimes sont en train de se retourner vers les espaces maritimes, voyant les ressources terrestres s'amenuiser. Donc un intérêt particulier est porté vers les mers et les espaces maritimes. C'est dans ce contexte-là que les pays de la
région méditerranéenne de la partie occidentale ont lancé cette initiative pour le développement durable de l'économie bleue. C'est quoi l'économie bleue? L'économie bleue, c'est comment exercer d'une manière durable, respectueuse de l'environnement, toutes les activités maritimes et l'exploitation des ressources minérales, plutôt de la mer, basées sur des connaissances fiables, des statistiques et des indicateurs d'une manière durable et avec une bonne gouvernance dans un milieu où règne la sécurité, la paix et la protection de l'environnement. Monsieur Rezel, comment concilier aujourd'hui développement économique et préservation de l'environnement? Tout d'abord, je voudrais rappeler ce que c'est que l'économie bleue. L'économie bleue, elle repose sur des activités établies, classiques, qui sont la pêche, qui sont connues depuis l'aube des temps, la pêche, le transport maritime, le tourisme côtier, la construction navale, l'aquaculture. Il y a les métiers innovants ou émergents, c'est l'exploitation des ressources sous-marines, c'est la biotechnologie marine. Vous savez que les médicaments futurs proviendront de la mer, c'est l'exploitation des ressources offshore, en eau profonde, c'est l'énergie éolienne en mer, les parcs éoliens, l'exploitation de l'énergie marémotrice, les énergies renouvelables. Ça, c'est ce qu'on appelle les activités émergentes. Donc, toutes ces activités doivent être exercées d'une manière raisonnable, raisonnée, respectueuse de l'environnement. Hier, les 200 participants des pays de la région se sont réunis autour de tables rondes pour dégager des axes de coopération, des projets concourant à la promotion de l'économie bleue. Justement, il y a eu 9 projets, je crois, qui ont été établis, enfin, qui sont prévus dans le cadre de cette coopération. Des axes de coopération, de projets, mais il y a eu beaucoup de projets qui ont été identifiés dans les ateliers, comment essayer de trouver les financements dans le cadre des mécanismes de financement. Mais je crois qu'ils ont dit à ce niveau que l'Union européenne était prête à financer à hauteur de 300 milliards d'euros, je crois. Ça, c'est pour l'Union européenne, mais il y a des cadres de financement où l'Algérie pourrait s'inscrire et financer, mais il faut préparer des projets, il faut être éligible à ces financements et il faut préparer des projets viables, bancables. Est-ce que les projets concernent seulement le secteur maritime? Le secteur, il y a des projets sur le cluster maritime, il y a des projets sur la préservation de l'environnement, sur la sécurité maritime, sur la surveillance maritime, sur l'aquaculture, sur les ports de plaisance, sur les croisières. On a brassé tous les secteurs. Justement, parce qu'il y a d'autres acteurs, justement. Oui. Est-ce qu'on peut évoquer les secteurs qui sont directement concernés par la Blue Economy? La Blue Economy, c'est tous les secteurs. C'est le ministère de l'Énergie, à travers l'industrie, le tourisme, la pêche, l'environnement, le ministère des Transports, tous les secteurs, le ministère de la Défense, ce qu'on appelle le département ministériel à compétence maritime. Vous savez que dans les pays, tous ces départements considèrent que la mer leur appartient. Donc il y a des problèmes de gestion des espaces maritimes et des notions qui sont venues en matière de gestion réfléchie, concertée, la politique maritime intégrée qui a été mise en place dans plusieurs pays. Et l'économie bleue fait partie de cette gestion concertée, durable pour laisser les ressources aux générations futures. Oui, alors Monsieur Rezel, je rappelle que l'initiative concerne les pays de l'ouest de la Méditerranée dans le cadre de la coopération 5+5 entre les pays du sud et ceux du nord du bassin méditerranéen. Donc on les rappelle, l'Algérie, la Libye, la Tunisie, le Maroc, l'Espagne, la France, l'Italie, Malte et aussi le Portugal. Donc on est en train de parler du développement économique durable, mais qu'en est-il de la portée géopolitique et sociale dans cet espace méditerranéen? Vous savez que les pays de cette région partagent des points et des atouts communs.
D'où la concertation. D'où la concertation. On n'a pas voulu élargir à l'espace méditerranéen. C'est ce qu'on appelle des stratégies de bassin. Comme à l'instar de ce qui se fait par l'Union européenne. Ils ont une stratégie de la Baltique, de l'Atlantique et de la Méditerranée. En Méditerranée, nous sommes en train de nous inspirer pour gérer ce qu'on appelle mettre des prémices d'une stratégie de gestion bassin. On ne peut pas élargir à d'autres. Quelles sont les entraves qui empêcheraient l'application de cette stratégie? On partage les mêmes avantages, vous venez de le dire, et les mêmes conflits, les mêmes problèmes. Il n'y a pas d'entrave. Nous sommes en train de construire cette stratégie. Vous savez que l'économie bleue a été initiée en 2015, la déclaration ministérielle à Bruxelles. Elle a été reliée à celle de Naples et celle d'Alger. C'est la troisième. Nous sommes en train de mettre les Mais M. Razel, il y a des phénomènes contre lesquels il faudrait lutter, par exemple la pollution, le chômage, surpeuplement des côtes, exploitation exagérée des ressources halieutiques. C'est à cela que je faisais allusion. La politique, la blue economy ou la gestion intégrée ou la politique maritime intégrée concourt à gérer les espaces maritimes d'une manière intelligente et concertée pour essayer d'atténuer ces pressions et ces nuisances exercées en mer par des activités maritimes, parfois nous sommes affectés par cette navigation qui passe le long de nos côtes. Donc, pourquoi cette stratégie de bassin? C'est pour mutualiser les moyens, c'est pour faire face aux défis, d'une manière conjointe, aux défis, que ce soit les pollutions majeures accidentelles, les accidents maritimes, les trafics, l'immigration illicite, tous ces phénomènes qui sont en train de se développer, il faut les atténuer, les combattre et les mitiguer d'une manière concertée. Quelles sont les propositions faites déjà hier, à l'issue de la première journée? Vous avez une idée des projets, par exemple, qui ont été proposés? Il y a plusieurs projets. Chaque atelier a dégagé des axes de coopération et des projets. Pays, par exemple, moi j'étais dans un atelier concernant la promotion de la sécurité maritime, la préservation de l'environnement maritime. Nous avons voulu renforcer la surveillance maritime, mais préalablement à ça, nous avons jugé utile de lancer déjà une étude pour évaluer un peu le trafic maritime dans notre région, quel type de trafic, quel type de navire, le tonnage, le type de cargaison transportée, quels sont les risques auxquels les pays côtiers sont exposés, pour essayer de mettre en place un système de surveillance de l'état de la mer, l'état écologique de la mer, et surtout le nombre de trafics et comment se préparer pour faire face à d'éventuels pollution, des accidents majeurs, en mutualisant les moyens, en mettant les systèmes de surveillance, le système de contrôle des trafics et surtout se préparer, s'équiper en moyens d'action de l'État en mer en matière de recherche et de sauvetage. Et l'Algérie, par rapport à l'application de cette Nous avons tous les moyens, nous avons quand même des atouts et des moyens pour contribuer d'une manière effective à la mise en place de cette stratégie de bassin et pour la promotion de l'économie bleue. Permettez-moi de revenir à mon secteur qui est le transport, travaux publics et le transport. C'est un des secteurs qui a consenti le plus gros des investissements. On a estimé les dernières années dans le domaine maritime un montant d'une dizaine de milliards de dollars en matière de développement des ports, en matière de renouvellement de flotte, en matière de réparation navale, en matière de construction, de réalisation des ports de pêche et toutes ces infrastructures et ces réalisations qui contribueront d'une manière effective à la promotion de l'économie bleue en Algérie. Nous sommes bien placés pour être des acteurs et des leaders dans cette nouvelle initiative et stratégie. Dans ce cadre, il y a eu aussi modernisation, renouvellement de la flotte et de toutes les infrastructures portuaires. On peut dire aujourd'hui que l'Algérie peut prétendre des ports aux normes internationales et pratiquer des activités commerciales assez efficaces et profitables à l'économie nationale. Ces dernières années, en application du programme de son Excellence, le Président de la République, notre secteur a engagé
encourager un développement intégré de son secteur, en commençant par la modernisation des ports de commerce, la spécialisation, l'optimisation de l'existant, parce que l'Algérie disposait d'un complexe appréciable portuaire. Nous avions 11 ports de commerce, actuellement nous disposons... Qui était destiné plutôt à l'exportation, parce qu'il datait des années 70. Oui, il y a eu, maintenant il faut les réadapter aux mutations économiques actuelles. Donc non seulement des investissements pour l'optimisation, la modernisation de l'existant, mais la réalisation de nouvelles infrastructures. Et vous avez tous entendu parler du futur port central de Cherchel qui va être un hub et un gateway non seulement pour l'Afrique, mais plutôt pour l'Algérie, mais pour l'Afrique. Il y a des projets d'envergure au port d'Annaba pour devenir un grand hub minéralier à Arzeu, à Oran, à Bdjaya, une mise à niveau complète de notre complexe portuaire. Parallèle à ça, il y a le renouvellement de la flotte de commerce pour retrouver un peu notre position qui était dans les années 80 où on couvrait 35% de nos échanges. Maintenant, nous revenons pour cibler au moins le même taux de couvrement. Nous avons ouvert le transport au privé, il y a beaucoup aux opérateurs privés. Il y a on en est où justement il y par a rapport à ça 7 accords de principe qui ont été accordés. Et dans Depuis 2017, c'est peu, je trouve. Vous savez, c'est des investissements. Madame, le transport maritime, c'est un investissement coûteux. Acheter un navire, ce n'est pas à la portée de n'importe quel opérateur. Donc il y a 7. Et les premières réalisations vont venir, les premiers bateaux vont commencer à venir dans les mois prochains. Donc il y a des investissements de modernisation des capacités de réparation navale. Il y a nos capacités logistiques, il y a toute une stratégie logistique à mettre en place, l'amélioration de la connectivité de nos ports, que ce soit côté mer, en augmentant les lignes maritimes, et surtout la connectivité du côté terrestre. On a les pénétrantes autoroutières, les connexions ferroviaires. Donc il y a toute une vision et une stratégie intégrée pour retrouver la place qui nous sied dans le bassin méditerranéen. Donc la bleue économie... Elle est en marche. Elle est en marche chez nous. Elle est en marche. On est à jour, monsieur. On est à jour et nous avons tous les atouts et tout le potentiel pour tirer le maximum de profit de cette bénédiction qui est la mer Méditerranée. Et quel dispositif pour la lutte contre la pollution maritime, monsieur Ozel? Vous savez que nous avons un dispositif organisationnel. Vous connaissez le dispositif Tel Bahr, le Comité national de prévention et de lutte contre les pollutions. C'est démembrement au niveau régional. Nous avons acquis des équipements au niveau des ports pour faire face, au moins pour intervenir en amont, plutôt dès que l'incident survient. Nous avons, le ministère de la Défense a acquis des remorqueurs de haute mer. Récemment, nos ports ont acquis toute une flotte de 7 navires. Donc, c'est la mutualisation des moyens portuaires, les moyens du ministère de l'Énergie, les ministères de la Défense. Tout ça, on le met en commun dans le cadre de l'organisation nationale Tel Bahr pour faire face à un accident, un événement de pollution. Mais si aucun pays ne peut prétendre disposer des moyens pour faire face à des accidents majeurs. C'est pour ça aussi qu'il y a des mécanismes de coopération. La semaine passée, il y a eu la réunion, nous avons un accord sous-régional, Algérie, Tunisie, Maroc, de coopération en matière de lutte coopération. Et quand ça dépasse les moyens de ces 3 pays, il y a des mécanismes régionaux. Il y a le protocole de Barcelone on peut faire appel aux moyens des pays de la région. Et quand ça dépasse, on peut faire appel à des moyens internationaux. Et nous avons des accords bilatéraux avec l'Espagne, les autres pays participants. Et où se place l'Algérie dans son économie bleue par rapport aux pays participants? Est-ce qu'on peut dire qu'on est parmi les premiers? Bon, quand on se compare aux pays de la rive nord, il y a beaucoup de chemin, mais quand même les pays de la rive sud, nous avons un fort potentiel à tout point de vue, sur le plan législatif, sur le plan organisationnel, sur le plan opérationnel, sur le plan logistique, sur le plan la connaissance. Nous avons les centres de recherche, nous avons les universités.
qui s'intéresse aux activités et au monde maritime. C'est un tout. Donc, il y a l'innovation, il y a la recherche, il y a les moyens, il y a mais surtout, mettre en place un cadre de gouvernance pour une gestion optimale. C'est pour ça qu'on parle de l'économie bleue, le développement durable de l'économie bleue, tout en tirant le maximum de profit, mais d'une manière durable et préserver cette richesse pour les générations futures. Concilier économie et ressources naturelles. Avant de vous laisser partir, Monsieur Rzel, est-ce que vous pouvez rappeler le programme de la deuxième journée de cette rencontre à laquelle vous allez prendre part tout à l'heure? La première partie, c'était la réunion des experts. Donc, nous sommes sortis avec des recommandations. Aujourd'hui, c'est la réunion des ministres, la conférence ministérielle où il y aura tous les ministres des pays de la Méditerranée occidentale qui vont entériner les conclusions des experts, mais surtout adopter la déclaration ministérielle d'Alger, qui va être quand même un référent pour l'économie bleue, pour l'avenir dans la région. Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur Rzel, d'avoir accepté notre invitation, de répondre à toutes nos questions. Rendez-vous avec l'invité de la matinale demain à partir de 8 h. À vous, Radia. Merci Nedjma, merci également à votre invité qui était directeur de la marine marchande et des ports ce matin. Tout de suite, on va ouvrir une page sur le 7e art. Le cinéma est à l'honneur à Alger à l'occasion du Festival international du cinéma d'Alger, qui se tient à la salle Ibn Zaidoun et également à la salle Mohamed Zinet dans le complexe de Riyad El Fath jusqu'au 9 du mois en cours. Retour sur la journée d'hier avec Yasmine Chouir. Le premier jour de compétition du Festival du film d'Alger a compté notamment l'avant-première du très attendu film algérien La Voix des anges de Kamal Aïch. Un univers particulier dépeint par le cinéaste à travers plusieurs histoires dans l'histoire. Peut-être pour créer un rythme particulier et sans insister ni sur une histoire ni sur une autre, parce que ça nous aurait emmené effectivement à rentrer dans l'univers social. Et là, avec la moitié d'un film d'un côté, la moitié d'un film d'un autre, ça a créé une synergie, ça a créé un rythme particulier, ça a interpellé les spectateurs. Suite à une tentative de vol, Mahrez va se retrouver embarqué dans une aventure avec un réalisateur en plein tournage de film. Cette rencontre va donner lieu à une quête de résurrection pour les deux hommes. D'un côté le jeune Mahrez et de l'autre son bienfaiteur, Khaled. Le rôle de Khaled, c'est quelqu'un qui est très généreux, très sensible aussi parce qu'il a une situation familiale un peu difficile. C'est pour cela aussi, quand Hamid m'a proposé ce scénario et ce rôle-là, ça m'a beaucoup touché. Moi je viens de France, voilà, je suis acteur et comédien et metteur en scène aussi, intermittent de spectacle, voilà. Mais on nous propose rarement, dans la production officielle et professionnelle, rarement des rôles comme ça. Allez. Un film à et pour comédiens. Une œuvre qui a fait défiler différentes générations sur le grand écran. Face à un Zakaria Ben Mohamed, Rania Serrouti et Hicham Sabah ont marqué par leur interprétation millimétrée. J'ai vraiment apprécié le film, surtout dans la thématique. La thématique que j'ai compris aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait en parallèle la question de la production du cinéma, qui est un métier assez difficile. Mais en même temps, avec cette question aussi du chômage sans emploi des jeunes. J'ai beaucoup apprécié. Et c'est rare. Maintenant, on a très peu de films qui passent sur nos écrans. Et ça, c'est des initiatives qu'il faut encourager absolument. Des initiatives à encourager. Et pour sa 9e édition, et en plus de proposer au public des films venus de différents pays, le Festival international du film d'Alger a prévu dans sa programmation un autre film algérien, Le Droit Chemin, la nouvelle œuvre de Akashet Wita. Yasmine Chouir, à l'instant, s'est intéressée à la production nationale, donc aux films algériens qui prennent part à cette édition du Festival international du cinéma d'Alger. Et aujourd'hui,
Gros plan sur un réalisateur qui nous vient de Belgique ce matin. Nous recevons Thierry Michel, donc auteur des Enfants du hasard. Donc un film qui a vraiment séduit le public de la salle Ibn Zeydoun hier. Bienvenue Thierry Michel. Merci. Bienvenue. Donc ce film a été décrit comme une ode à la vie, une ode à l'espoir. Oui. Vous confirmez? Absolument. C'est un film sur des jeunes de l'immigration musulmane. Et voilà, j'ai voulu un peu casser les stéréotypes habituels, montrer que ces jeunes petits-fils de mineurs, en plus, d'ouvriers venus chercher de quoi survivre en Belgique, vivaient une immigration heureuse. Oui, vous recherchiez donc cet aspect auprès de ces enfants, donc qui ont. C'est vrai que le film a été narré par la voix de ces enfants qui étaient dans cette petite école. Vous avez posé votre caméra ainsi que votre partenaire Pascal Colson. Donc il faut rendre quand même à César ce qui lui appartient. C'est une co-réalisation. Donc Enfants du hasard est né donc dans cette école, dans une cité minière. C'est bien cela. On a suivi donc on a suivi pendant un an de la rentrée scolaire jusqu'à la remise des certificats de fin d'études primaires. Voilà, une classe de 18 enfants avec un Belge d'origine, laïque, tous les autres revendiquant leur appartenance religieuse. Oui, une classe où il y avait très peu de Belges. Un seul. Un seul. Oui, voilà. Un seul Belge et une majorité donc d'enfants d'origine turque et musulmans. Oui, à 95%. Oui. Voilà. Vous avez aussi dressé un gros plan de Brigitte, leur institutrice, qui leur offrait justement toutes les possibilités d'épanouissement au sein de cette école. Oui, c'est à la fois un film sur l'enfance avec tout ce que ça peut avoir de spontanéité, de vérité. Les enfants parlent vrai, ils disent les choses telles qu'ils les vivent, telles qu'ils les pensent. Ils ont encore quelque chose d'originel et en même temps, comme ils sont au tournant de l'adolescence, ils commencent à se poser des questions sur leur vie, leur avenir, leur identité, leur appartenance religieuse. Donc ça, c'était assez passionnant. C'est aussi un film sur l'école. Comment est-ce qu'une école peut gérer cette classe de jeunes en devenir et la responsabilité, l'importance de l'enseignant. Et là, j'avais une enseignance exceptionnelle d'humanité. Tout simplement. Oui, humaine. Une excellente pédagogue aussi, parce qu'elle avait à la fois la fermeté nécessaire pour transmettre les savoirs, mais la bienveillance vis-à-vis des élèves. Oui. Et il y a une troisième dimension, c'est aussi une page d'histoire d'histoire sociale, de tous ceux qui ont quitté leur pays pour venir travailler dans les pays occidentaux, pour venir travailler en Belgique en l'occurrence, voilà, et qui n'ont jamais transmis la douleur de l'exil, de l'arrachement et la difficulté du travail dans les mines. Ce sont souvent des sociétés un peu conservatrices. Il y a eu justement le passage, par exemple, d'une communauté italienne dans cette même région minière. Ah non, il y a eu toutes les couches d'immigration polonaises, italiennes, polonaises tout d'abord. Voilà, c'est une communauté polonaise suivie par... Chaque fois, il y avait une ascension sociale. Il y avait des Marocains aussi qui avaient précédé les Turcs. Et puis les Marocains ont commencé à avoir un travail un peu plus... moins dur, moins risqué. Et ce sont les Turcs qui ont pris le relais. Mais ce qu'on a constaté, c'est que la mémoire ne se transmet pas dans les familles. Et c'est l'école qui a dû demander aux enfants d'aller enquêter auprès de leurs grands-parents pour savoir d'où ils venaient, comment ça s'était passé, quelle a été la douleur, la souffrance, le vécu. Et ça, c'est très important quand l'école peut être le ferment d'une reconstruction identitaire. Oui, on va parler davantage de ce film dans un petit moment. Vous nous avez donné envie de voir ces petits bambins. Oui. On va tout de suite découvrir la bande-annonce du film avant de poursuivre. Quoi, ce que j'ai fait l'année dernière, on a quand même un peu retenu. Tout le monde en religion islamique? Ah non. Lucas en morale. C'est quoi ça? Que tu faisais dans la mine? Si votre grand-père n'avait pas décidé un jour de quitter son pays pour venir travailler à Chorat, vous seriez en Turquie sur un banc à l'école en Turquie au lieu d'être ici avec moi. Qu'est-ce qu'il y a un grand-père qui était mineur ici à Chorat? Il avait dit que c'était dur et le sol c'est pas très agréable. Le prix surtout quand des pierres allaient tomber sur eux ou quoi.
Il faut que vos enfants soient en pleine forme. Parce que la grosse échéance, évidemment, c'est au mois de juin, le CEB pour les élèves de 6e. Tout le monde doit l'avoir. Voilà, donc c'était un petit aperçu. C'est vrai qu'on a envie de plonger avec eux ils sont très tout de suite. C'est vraiment un film Même dont on l'institutrice, sort elle a un baigné. charisme, un tel charisme. Ah oui, elle est terrible. Oui, en fait, il y a un très beau jeu de mots dans le choix de l'intitulé du film, parce que vous l'avez intitulé Enfant du hasard. Hasard qui n'est pas vraiment ce qu'on appelle dans le langage habituel. C'est cette région qui s'appelle hasard, finalement. C'est le charbonnage qui s'appelle hasard. Ah, le charbonnage qui était en cours de fermeture. Oui, les charbonnages avaient des noms particuliers. Il y avait le charbonnage Espérance, le charbonnage Bonne Fortune, le charbonnage du hasard. Voilà. Et eux sont tombés, leurs parents ont été travaillés au charbonnage du hasard. Alors, bien sûr que j'ai joué sur le jeu de mots, c'est le hasard de l'immigration qui a fait qu'ils se sont trouvés à Cherat aujourd'hui à se construire un avenir. Oui, Thierry Michel, voilà, je fais déjà la petite confusion. Vous êtes toujours intéressé justement à cette humanité en souffrance. Vous avez parcouru de nombreux pays, vraiment en Afrique et ailleurs, au Brésil notamment, donc où vraiment on voit de la souffrance également. En Iran. Oui, en Iran, en République démocratique du Congo, ça vous a distingué par un documentaire qui a marqué les esprits, qui a peut-être donné de la visibilité à un personnage, une personnalité mondiale à présent, prix Nobel 2018. On peut avoir un mot sur... Eh bien, c'est le docteur Denis Mukwege, à travers le film que j'avais présenté ici il y a 3 ans et qui avait eu le prix du public, L'homme qui répare les femmes. Donc il recevra, je pars le week-end prochain, je rentre en Europe pour aller à Oslo, pour l'accompagner, pour recevoir la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix. Donc voilà, c'est un docteur qui a soigné les femmes victimes de, on dit de viol, mais c'est bien plus que du viol, c'est viol avec extrême violence, avec destruction de l'appareil génital de la femme. C'est le viol utilisé comme arme de guerre. Il a soigné ces femmes pendant des années, il en a soigné des dizaines de milliers, et finalement il a dénoncé l'impunité dont jouissaient les criminels responsables de ces viols, ce qui lui a valu plusieurs tentatives d'assassinat. Il a perdu des proches lors de ces tentatives d'assassinat et aujourd'hui il devient un militant des droits de l'homme exemplaire, extrêmement courageux, qui n'arrête pas de dénoncer l'oppression dont est victime le peuple congolais et qui s'est d'ailleurs porté candidat à une transition démocratique pour aller vers des élections transparentes. Donc il est d'accord, puisqu'on lui a demandé, mais le pouvoir le refuse bien évidemment, mais il serait d'accord d'assurer la présidence provisoire sans être éligible pour essayer de remettre ce pays sur des rails d'une société plus démocratique et plus libre et plus juste. C'est un combat vraiment on ne peut plus noble, certes, qui a vraiment titillé un peu votre curiosité de journaliste et de documentariste. Vous avez été vers donc cette personnalité, vers ce foyer un peu particulier. Mais bon, on voudrait maintenant connaître les motivations qui sont moins visibles peut-être pour Enfant du hasard. Mais Enfant du hasard, justement, je sortais d'un film assez dur. Parce que quand même parler du viol, arme de guerre et de ces femmes victimes, même si l'image du docteur et le charisme qu'il porte et l'humanité profonde qui est la sienne faisait un film d'espoir, mais quand même je voulais me rebaigner dans quelque chose de plus simple. Retourner à l'enfance, j'ai toujours bien aimé faire des films sur les enfants. Ce n'est pas facile d'aborder quand même. Si, moi je trouve. J'avais déjà fait le film, un des films qui m'a rendu célèbre à travers le monde, Enfant du hasard sur les enfants, Gosses de Rio, sur les enfants de Rio. Les enfants de Rio, c'était au Brésil. Il y a longtemps que je voulais refaire un film sur l'enfance. Non, je trouve que c'est facile. Oui, c'est vrai que la spontanéité, le naturel d'un enfant qui dit toute la vérité, toute crue, celle que des adultes ne peuvent pas toujours dévoiler, donc c'est un terreau intéressant pour vous apparemment. Ah oui, tout à fait, et j'y tiens beaucoup. Et je pense que ça me permettait moi-même de revivre une part de mon enfance. Et hier, les spectateurs qui ont vu le film disaient
C'est incroyable, on a revécu notre propre enfance. C'est excellent. Voilà. Vous-même, enfant, vous étiez un enfant de minier et aussi voilà, d'une institutrice. Votre grand-père, votre mère était institutrice. Mon grand-père était en effet, a travaillé au fond de la mine toute sa vie, et ma mère est institutrice. Et je vais dire une chose qui est très importante. Lors de son décès, des élèves qu'elle avait eu 40 ans plus tôt sont venus dire combien elle avait été déterminante dans leur choix de vie. Voilà, le rôle d'enseignant est tellement fondamental. Ce sont ceux qui fabriquent des individualités, des libertés, des personnalités, et pas des objets, et pas des... Voilà, c'est fondamental. Toute société ne peut se construire que sur un enseignement de qualité, fait par des gens qui ont de la conviction, voilà, qui ont le bonheur et de transmettre, et pas seulement de transmettre les connaissances, de laisser s'épanouir les potentialités, les personnalités des jeunes qu'ils ont en charge. On fait des choix dans la vie. Vous avez fait le choix. Bon, vous êtes considéré en tout cas en Belgique. Vous êtes enseignant, donc, justement, et vous avez fait un choix de devenir documentariste d'investigation. Essentiellement, vous avez parcouru le monde à la recherche donc, de thématiques qui vous ont vraiment poussé, propulsé. Et donc, voilà, c'est-à-dire que ce choix, comment est venu ce choix d'être... Parce que vous êtes considéré quand même comme chef de file des documentaristes dits du cinéma engagé. Oui. Mais j'ai aussi fait de longs métrages de fiction, mais je vais vous dire que la fiction m'ennuie. Réaliser un film de fiction, c'est très ennuyant. C'est une grosse équipe qu'il faut gérer, c'est des problèmes techniques, logistiques, c'est des acteurs qui le font parfois avec beaucoup de talent et d'investissement, mais là je suis dans la vie réelle. Dans la réalité. Et ce contact avec les personnages de la vie réelle est tellement riche. J'ai pu, grâce à ce métier, c'est exceptionnel, croiser des situations humaines invraisemblables de par le monde, être solidaire de révoltes fondamentales de gens qui vivent sous l'oppression, pouvoir dénoncer aussi, j'ai fait quand même des films qui ont dénoncé les abus de pouvoir, les dictatures, la répression, la violence. Voilà, donc je sens que ce que je fais est vraiment utile, quoi. En tout cas, il sera utile aujourd'hui à partir de 10h au niveau de la salle France Fanon, où vous allez recevoir justement des amateurs, des cinéphiles et tout un parterre, donc un public qui va s'intéresser à votre expérience à travers donc une intervention intitulée « Le documentaire d'investigation entre impératifs de l'information ». C'est bien cela? Oui, on va d'ailleurs faire on va voyager aussi à travers des extraits de mes films à travers le monde. Ça ira de l'Iran au Brésil, de la Somalie à la Russie peut-être, enfin voilà, on va ouvrir tout le panel du monde d'aujourd'hui. Excellent, donc nous allons juste rappeler, parce qu'on a beaucoup parlé, Enfants du hasard a été vraiment au cœur de cette discussion, on rappelle aussi qu'il sera diffusé cet après-midi à partir de 16h30 à la salle Mohamed Zined dans un esprit très intimiste. J'espère que le public sera nombreux à vous rejoindre dans cette salle également pour découvrir le film. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous ce matin. C'est un plaisir, j'étais déjà venu chez vous et je répondrai toujours présent à vos invitations. D'abord, je veux vous dire aussi que l'Algérie est un pays de mon enfance, puisque j'y suis venu, enfin de mon enfance, non, de ma grande adolescence, mais j'y suis venu quand même à 17 ans à Djelfa, en 1970, à l'invitation des jeunesses FLN de l'époque. Voilà. Excellent, donc vous en gardez un bon souvenir, j'imagine. Excellent, et puis je suis revenu régulièrement parce que j'ai beaucoup d'amis algériens, du fait que toute une génération d'Algériens sont venus faire leurs études en Belgique, les Tsak Ibrahim, Belkacem Hadjadj, Ben Salah, Mohamed Bega, voilà, tous ces gens-là étaient mes J'imagine votre bonheur de les retrouver lors de pareilles manifestations. Le Festival du cinéma d'Alger, le Festival international du cinéma d'Alger, réunit justement toutes ces personnes. Souvent, ils fédèrent les réalisateurs algériens et leurs amis de par le monde. Exact. Voilà, je vous souhaite un bon moment aujourd'hui
et puis toutes les autres journées du festival. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thierry. Voilà, j'allais dire encore une bêtise. Thierry Michel, vraiment encore une fois, merci d'avoir été avec nous ce matin. Et sans plus tarder, nous allons préparer le terrain pour recevoir Nassiba Jaïdir et son invité du jour à travers un reportage signé Lamia Boudbouda qui nous fait découvrir une ferronnerie d'art. Entre la fonderie d'art et Semir Hamitouche, c'est une histoire de passion. La fonderie d'art est le procédé de formage d'œuvres d'art à partir de pièces originales et rares. De grands-parents bijoutiers et un père artisan fondeur qui lui ont permis de connaître les ficelles du métier. C'est le métier de mes ancêtres. C'est pour ça que ça m'a inspiré autant que quand j'étais enfant. Qui نجوز les vacances نروح الكامبينغ ولا نجي l'atelier. نجي نشوف, ça me passionne. De rien du tout, d'un robinet de rien du tout. On fait des objets d'art. L'une des premières étapes consiste à prendre l'empreinte de l'objet grâce à un moulage au sable. Ensuite, dans un four spécial, on fait fondre à une température précise le métal ou l'alliage choisi, qu'on mettra dans des moules, ce qu'on appelle dans le jargon des fondeurs la coulée. J'ai bouli donc une pièce. On fait le moulage, on fait fondre le cuivre. On coule la pièce, on fait le dégrainage, la finition et le polissage. Et le client est content. En véritable artisan fondeur, Semir Hamitouche est entouré de belles pièces qu'il affectionne. Il fait aussi de la restauration pour des collectionneurs ou des institutions culturelles. Un métier rare et ardu car il demande beaucoup de technicité et de patience, surtout l'été. Un amour de métier qu'il a voulu transmettre à ses deux fils. Métier de mes grands-parents. Mon père aimait ce métier car son père et son grand-père le pratiquaient. C'est ancré dans son sang. Et moi, depuis mon jeune âge, j'ai accompagné mon père malgré un terrible accident de travail qui m'a coûté ma mâchoire et mes 3 dents. J'ai 22 ans, mes copains sont à la plage et dans les piscines. Mais malgré ça, je reste. Quoique c'est terrible de travailler l'été ici. Des poignées et entrées de serrure d'un meuble reproduites dans les moindres détails, mais aussi des heurtoirs de porte, des chandeliers, des lustres et des décors. Tout y est. Un véritable art né au début du 19e siècle et qui continue de nous charmer grâce à la compétence de nos artisans. Chapeau bas, l'artiste. Et voilà, Nassiba Jaïdir est déjà présente. Bonjour. Bonjour Adia, bonjour à vous tous. Ravie de vous retrouver tous les mardis pour vous faire voyager dans le monde de la couleur. Rien que de la couleur. Ah bah aujourd'hui, j'imagine que c'est prometteur également, oui, une belle exposition. Une palette très colorée. Alors ça se passe à la galerie Mohamed Al-Hassim, au 7 avenue Pasteur. Alger Centre. Et... Une galerie que vous aimez beaucoup, hein, n'est-ce pas? Oui, enfin comme toutes les galeries, hein, toutes les galeries, il y a des galeries très mais parce pour son accessibilité, j'ai remarqué que vous mettiez toujours en valeur cet aspect. Non, elle est très accessible, tout le monde peut passer, c'est une galerie qui a pignon sur rue, mais je me balade un petit peu dans toutes les galeries, hein, avec mon équipe. Mais celle-ci nous permet de voir tout de suite la palette des artistes au passage, comme ça. Absolument, elle a pignon sur rue, c'est une galerie d'art qui est gérée actuellement par l'établissement Art et Culture de la wilaya d'Alger. Et qui reçoit qui pour cette semaine? Qui reçoit une artiste qui nous vient de Constantine, qui expose depuis bientôt 3 semaines. Elle est repartie sur Constantine et elle est revenue juste pour le plaisir de l'équipe de Bonjour. Voilà, tout à fait. Merci. Il s'agit de Yasmina Saadoun. Bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis très ravie d'être l'invitée de Bonjour d'Algérie. Tout plaisir est pour nous. Hein. Plaisir partagé. Merci d'être des nôtres ce matin. Vous êtes arrivé hier de Constantine et vous voilà ce matin parmi nous. Vous êtes artiste plasticienne. Vous exposez depuis 3 semaines à la galerie Mohamed Al-Hassim. Des études artistiques à l'École nationale des beaux-arts et à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger.
Vous êtes un peu de la même promotion, peut-être, non? Puisque vous êtes passé On par s'est l'école des côtoyés, Beaux-Arts. oui, effectivement, Vous on êtes s'est côtoyés, mais c'est pas l'école la des même Beaux-Arts. promotion, je pense. Pratiquement, c'est pratiquement, oui, je crois. Pratiquement la C'était même. les années 95, 94. C'est bien ça. diplômée en quelle année? 93? 94. 94. J'ai terminé. Vous avez fait vos classes auprès de Mesli, je pense? L'atelier de Mesli, oui. Et il y a eu d'autres professeurs? Madame Gougil, avant. Madame Gougil. Après, la spécialité, c'est l'artiste Berhmou Mesli. Mesli, Allah yarhamou yussalih, qui nous a quittés il y a quelque temps de cela. J'ai fait 4 ans. 4 ans d'études? 4 ans d'études supérieures. Oui, alors vous avez étudié donc à l'école nationale et l'école supérieure, spécialité? Oui, l'école nationale c'est à Constantine, 3 ans. Puis ici 87, 88, 4e année nationale, puis le supérieur à 94. Donc des prédispositions au dessin, dès votre prime enfance? Oui. Votre amour pour l'art ont guidé vos pas vers cette école, cette prestigieuse école où vous avez étudié, même vous. Oui, une très belle école. En tout cas, je garde un très bon souvenir. On a même exposé en dehors des murs de l'école avec notre amie Yasmina. Et elle a eu, oui, elle a été primée. D'ailleurs, elle a eu le grand prix du gouvernorat d'Alger pour la peinture féminine en 98. 98, décerné par, c'était le comité des fêtes de la ville d'Alger. Oui. Il y a eu d'autres encouragements aussi. Oui, j'ai exposé aussi des expositions individuelles 92 à Ben Hamdan, 93, 94 Théâtre de Verdure. D'accord. Et un peu partout les expositions. Oui. Donc il y a eu des expositions personnelles et collectives, tant en Algérie qu'à l'étranger. Oui. Et actuellement, on va y revenir sur ces expositions. Hein. Vous avez donc votre parcours en fait est rythmé par de nombreuses expositions, tant en Algérie qu'à l'étranger. On va y revenir dans un petit moment. Entre-temps, on va parler peut-être de l'enseignement. Vous enseignez aussi, vous partagez votre passion avec des étudiants. Mes étudiantes, oui, en 4e année peinture, spécialité. Où ça? À Constantine. À Annaba. C'est une annexe de l'école régionale de Constantine. Donc, avec vos étudiants, vous enseignez dessin, peinture? Peinture, spécialité, 4e année, la dernière année. J'encadre les étudiants. D'accord. Donc vous partagez votre passion. Et en même temps, je travaille avec eux, ma peinture. Mes dernières récentes peintures que j'ai fait exposer à la galerie Hassim, j'ai fait avec eux. Donc vous avez travaillé en atelier ensemble, dans l'ambiance atelier avec les étudiants. Et en même temps, les étudiants sont comme des amis pour moi. J'imagine. Vous êtes très proche de vos étudiants. Oui. Et vous avez eu à enseigner aussi à Constantine aussi. Oui, 7 ans. À l'école régionale de Constantine. Oui. D'accord. Donc, amour de la peinture, passion, profession, ça rime ensemble. Hein, voyage. Et aussi voyage entre Constantine et Annaba. Vous faites le va-et-vient puisque vous vivez à Constantine et vous travaillez à Annaba. Alors, on revient sur cette exposition qui nous rassemble aujourd'hui, ici sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Cette exposition qui se déroule depuis 3 semaines, ça tire un petit peu à la fin. Elle va se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine à peu près. Oui, jusqu'à samedi. Jusqu'à samedi, Inch'Allah. Alors cette exposition, vous nous présentez cette collection et cette exposition s'intitule L'âme de mes personnages. Je suis fidèle par rapport à mes personnages femmes beaucoup plus. Oui. Alors il faut dire, Radia, que la femme est très présente dans le travail artistique de Yasmina Saadoun. On va voir l'âme de ces femmes à travers... On découvre là tout de suite. Oui, ce serait bien. On va se faire plaisir. Ce serait bien de les voir déjà et puis comme ça. On va se balader à la galerie Mohamed Rassim et découvrir cette exposition signée par une artiste qui nous vient de Constantine, Yasmina Saadoun.
un art auquel elle consacre une bonne partie de son temps. Dans cette galerie, gérée par l'établissement Art et Culture de la wilaya d'Alger, une exposition qui invite à la découverte. Inspiration et technique donnent de l'impulsion à son travail d'artiste. Dans cette belle aventure artistique, Yasmina continue son chemin avec cette volonté d'aller de l'avant et au-delà. Dit Nassiba, vraiment une palette très très intéressante, émouvante et hautement en couleurs, c'est Oui, pas mal. Des couleurs très audacieuses, une palette beaucoup très de contrastes et et de vie. Voilà. Donc j'imagine le bonheur de votre équipe. Oui, j'imagine, et absolument, une belle exposition qui a capté aussi le regard du caméraman. Il s'agit de Dahmen Ben Boutelja, qui, s'il nous regarde ce matin, on le salue. Et le montage est signé Bilal Slamna, c'est un jeune stagiaire qui a travaillé hier avec moi au montage. Et je parie qu'il a aimé également. Ah oui, tout à fait, vraiment. Une belle exposition très colorée, on voyage, vous nous faites voyager au travers de vos œuvres d'art, une exposition où la femme est très très présente. Oui, c'est un élément essentiel dans ma peinture. C'est Sadoun. Voilà. C'est Sadoun. C'est pas vous justement, c'est pas vous. Oui, c'est pas vous par hasard. Là. Certaines toiles, c'est intitulé Moi. Voilà, vous vous identifiez à travers ce personnage. Ces personnages, donc la femme algérienne est représentée dans ses traditions, ses us, ses coutumes. On la voit. C'est l'identité algérienne. C'est par rapport à les bijoux, les habits, les couleurs. Et en même temps, il y a une certaine vivacité dans les couleurs. Je donne l'espoir aussi. Par rapport à la couleur orangée, le jaune, même les habits c'est jaune, orangé. Très contrasté, effectivement. Et tout au-delà de cette... il y a la femme, c'est vrai, le personnage, il y a la femme qui est représentée, mais il y a toute une symbolique en action, je le disais dans le reportage. Il y a ces rencontres, ces échanges, vous qui bougez énormément. Vous avez sillonné l'Algérie d'est en ouest, du nord au sud. Elle est très sociable, donc elle n'est pas contre l'homme en fait, n'est-ce pas? L'homme n'est pas exclu dans votre vie. Un passage ni homme ni femme. D'accord. Ça dépend de l'état d'âme. Il y a la présence d'un homme. Des fois, de temps en temps, on le permet. De Yasmina Sadoun. Je le disais, vous qui avez voyagé énormément en Algérie, puisque vous avez eu à participer à pas mal de salons, qui sont des salons régionaux, nationaux. Et vous avez aussi voyagé outre-mer, puisque vous avez eu à exposer à Paris, en Espagne, en France, en Espagne, en France notamment à Paris, en France aussi également à Rennes. En Espagne, il y a eu tout un collectif qui s'est déplacé. C'est un voyage de groupe avec Jaïda Ouadeb, Valentina, Jazia Chalvih. On a fait exposition 6 femmes espagnoles 2008. Un échange à Cervantes. D'accord, qui ont exposé. Ce sont 6 femmes artistes peintres espagnoles qui ont exposé à l'Institut culturel Cervantes. Oui. 2009. Et vous êtes parti dans le cadre de Mataro. C'est au bord de la mer, une station balnéaire, je pense. Oui. Une ville côtière, pas loin de Barcelone. D'accord. Et c'était une agréable expérience. Une expérience enrichissante. Magnifique. Oui, magnifique. Par rapport, on a parti des ateliers d'artistes femmes. Oui. Bien confirmés. Et en même temps, on a été invités à la radio. Une radio espagnole. Radio espagnole. D'accord, ok. Et vous avez eu aussi à participer à l'année de l'Algérie en France en 2003. Donc vous vous êtes déplacé. Algérien, Centre culturel 2008. En 2008, il y a eu le centre culturel et puis en 2003 aussi l'année de l'Algérie en France, à 2 reprises en fait. Vous avez exposé en France et en Arabie Saoudite aussi. Oui, vous avez une eu à semaine exposer. culturelle avec des artistes comme Chegran, Demis,
de Annaba. Et d'autres artistes. Artistes, la liste est longue en fait. C'est pas évident de se souvenir de tout le monde, hein, Yasmina Saadoun. Et vous avez exposé aussi à Rennes. À Rennes aussi. Ça a été une belle expérience. Oui, racontez-nous un petit peu l'histoire. J'étais invitée au sein de la famille française et en même temps, c'était jumelage entre Sétif et Rennes. Et la ville de Rennes. Où un ami et artiste, Mustapha Rjati. Qu'on a eu le plaisir de recevoir ensemble, Radia Guijati. Il a pris avec lui un CD de mon travail. Ils ont fait des tirages des cartes postales où ils ont vendu Ils ont fait un tirage d'une de vos toiles ou de plusieurs de vos toiles en fait. Et donc ils en ont fait des cartes postales et la vente a été donc c'est la vente pour une association de. C'est fait au profit d'une association. Une association au profit des handicapés de cette association. Membre de cette association. Oui. Je crois que le chef, c'est un acte généreux Mjihti. Alors, il y a exposition, une galerie internationale à Rennes. D'accord. Donc ça vous a valu une exposition supplémentaire. C'est bien. C'est bien, il faut donner. Quand on donne, on reçoit. Partager, quand on donne, on reçoit, c'est vrai. Donc ça a été une belle expérience, j'imagine. Et elle vous a plu, la ville de Rennes? Magnifique. Oui, j'ai visité les musées, les galeries, les sites. Les sites environnants, les sites touristiques, tout à fait. J'ai l'impression qu'il y a eu une mutation en elle, parce qu'il y avait une palette dans les tons pastels avant, et là c'est vraiment une explosion, un florilège de couleurs. Qu'est-ce qui est derrière justement cette mutation, Yasmina Saadoun? Un bonheur intérieur? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et j'exprime en couleur et forme ce que la langue n'arrive pas à exprimer. En tout cas, c'est un monde de beauté, c'est un monde plein de vie. C'est un bon moyen d'expression et d'évasion, la peinture, qui est votre passion en fait. Tout à fait. Et là, vous avez des projets en perspective. Bon, l'expo, elle se termine pratiquement fin de semaine. Donc, vous allez reprendre vos tableaux. Direction peut-être Constantine, vous allez en laisser quelques-uns de vos tableaux dans des galeries. C'est sûr. Puisque vous travaillez aussi avec des galeries, vous exposez dans d'autres galeries privées, à titre collectif, quelques galeries. Darkens et Bouffée d'art aussi. Bouffée d'art et la galerie Le Pont. Ah, la galerie Le Pont qui a ouvert ses portes il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, j'avais remarqué qu'il y avait une de vos œuvres qui était, on a filmé d'ailleurs, quand on a réalisé le reportage, il y avait 2 ou 3 œuvres à vous que vous avez exposées dans cette galerie qui a ouvert récemment ses portes et on avait reçu la galeriste. Voilà. Eh bien, on vous souhaite bon courage dans votre et bonne chance tout au long de votre parcours artistique et qui a été rythmé, qui continue à être rythmé par de nombreuses expositions aussi bien personnelles que collectives parce que vous bougez énormément, on le rappelle. Vous bougez énormément à travers l'Algérie, vous êtes tout le temps présente dans les salons régionaux ou nationaux. On lui souhaite en tout cas beaucoup de rayonnement, encore plus de bonheur pour le public qui va découvrir les prochaines toiles de Yasmina Saadoun. Donc vous avez jusqu'à la fin de semaine pour vous déplacer à la galerie Mohamed Al-Hassim pour découvrir l'exposition de Yasmina Saadoun. Merci beaucoup Nassiba. Je vous en prie. Rendez-vous est pris pour mardi prochain. Mardi prochain, pour de nouvelles découvertes. J'annonce juste l'exposition de Karim Sergoua qui va se dérouler à Espaco, l'espace d'art moderne et contemporain, qui se trouve au niveau de Draria. Donc ça va se passer ce samedi après-midi, vernissage à partir de 15h. Exposition signée Karim Sergoua, qu'on aura le plaisir peut-être de recevoir la semaine prochaine. Bah qui sait, on l'espère. Voilà, merci beaucoup Nassiba, passez une excellente journée ainsi que Yasmina Saadoun, bon voyage de retour également. Et puis vous parliez de rythme tout à l'heure, tout de suite du rythme mesdames, messieurs, avec Mariouma ou Maria du groupe Edden. J'aime bien. Tant mieux.
Elle est passionnante, cette chanson, vraiment pleine de vie et de rythme. Et sur ces rythmes, nous recevons notre dernière invitée, Samia Abdelrazak, bienvenue. Merci. Vous êtes chef de département de coopération et de partenariat auprès de l'Envredette. L'Envredette, rappelons-le, qui est l'agence de valorisation des résultats de recherche et du développement technologique. C'est bien Exactement. ça. Voilà, bienvenue. Merci pour l'invitation. C'est votre première télévision. C'est une première pour moi. Eh bien, bon baptême, je vous dirais. Merci. Au départ. Merci. Si vous êtes parmi nous, Samia Abdelrazak, c'est pour aussi annoncer les nouveautés pour ce qui est des missions de l'Envredette. On va rappeler un petit peu les missions essentielles de cette agence avant de parler de son actualité, bien sûr. D'accord. Donc, merci pour l'invitation. Bon, voilà, l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique a pour mission d'accompagner des porteurs de projets. Très bien. Projets innovants. Oui. Donc voilà, et on est en même temps une passerelle entre le monde de la recherche et le monde socio-économique. Excellent. Voilà. Voilà. Et justement, à cet effet, vous avez organisé un très bel événement le week-end dernier en faveur justement des jeunes novateurs, on dira des petits génies qu'on a et qui sont vraiment, qui ne sont pas connus, qui ne recherchent que ça, être dévoilés, être accompagnés. Et donc, vous leur avez offert une opportunité, un espace d'échange et une visibilité. Voilà, donc là, l'initiative vient de la Direction générale de la recherche et du développement technologique. Donc, c'est une compétition qui a été lancée et nommée Grand Challenge 2018. Et cette compétition, c'est au niveau de tous les centres de recherche. Selon les thématiques de chaque centre de recherche. Et dernièrement, on était en collaboration, en partenariat avec le centre de recherche, centre de développement en énergie renouvelable, ce qu'on appelle le CDR. Et donc là, il y avait plusieurs jeunes qui ont postulé. L'annonce a été faite via les réseaux sociaux. Très bien. Et donc là, ces jeunes ont postulé. Il y avait une 60aine de porteurs de projets, on va dire innovants. Et après, il y a eu une première sélection, c'était le 29, une présélection. Donc sur les 19, il y a eu 12 de retenus. Normalement, c'était 8, mais quand c'était un peu serré, donc ils ont retenu 12. Donc, parce qu'il y avait certainement des projets très intéressants. Très intéressants. Votre attention. Très intéressant. Et donc, la deuxième journée, c'était une journée très active, très animée. Les jeunes étaient là, ils ont été coachés, on les a coachés justement à se présenter ou faire justement leur présentation le lendemain. Parce qu'ils ont juste 5 minutes de présentation. Donc il fallait être efficace et succinct possible. Voilà, exactement, parce que c'est des jeunes qui, ils ont cet aspect technique de leur innovation, mais comme elle l'a présenté, ça c'est un autre point, donc il leur a fallu... C'est un autre challenge, carrément, pour certains qui sont très timides, j'imagine. Voilà, alors donc en parlant de timide, il y avait aussi cet aspect de leur expliquer, d'être zen, d'être, on va dire, relax et tout. Donc on était là toute la journée du vendredi, donc nous on n'a pas eu de week-end. Vous avez été psychologue pendant votre week-end. Exactement. Donc on est restés, nous, jusqu'à 23h à les coacher, et ils sont restés jusqu'à tardivement, vers 4h du matin. Donc pour se préparer. J'imagine, puisque c'est le CDER, Centre de développement en énergie renouvelable, qui a accueilli cet événement. Donc j'imagine que les projets présentés abondent dans ce sens, c'est-à-dire ils vont dans le sens du développement de la recherche en matière d'énergie renouvelable. Exactement. Donc il y a eu 3 lauréats. Oui. Il y avait l'une des inventions, c'est fenêtres intelligentes. Ah. Je vous donnerai pas plus de détails. Oui, parce que sera c'est quand même nouveau. Il ne faudrait pas que quelqu'un vole l'idée. Voilà, c'est nouveau. Ils sont pas encore protégés, donc il faut qu'on les protège d'abord pour pouvoir réellement les mettre en avant. Il y avait aussi une poubelle intelligente connectée, une poubelle connectée. C'est pour les déchets ménagers, tout ça. Et le dernier, enfin le 3e prix, c'est 2 jeunes, c'est une pompe connectée. D'accord.
Très bien. On n'en dira pas plus, certes, mais ce sont des projets qui sont vraiment intéressants, qui peuvent être développés par l'industrie algérienne, j'imagine. Les industriels pourront peut-être parrainer ces idées qui sont assez intéressantes et originales. C'est un petit peu votre rôle aussi de les mettre dans le bain, de les aiguiller vers vraiment les perspectives qui peuvent vraiment être en adéquation avec leurs idées. Oui, bien sûr. Bon, maintenant, l'étape après le challenge, après leur nomination, enfin, au plus après leur célébration. Donc, la ils vont victoire, on dira victoire. Voilà, exactement, je cherchais le terme. Donc, ils vont passer vers l'envedette. C'est l'étape suivante. Donc, l'envedette va accompagner ces 3 porteurs de projet, on va dire, dès maintenant jusqu'à la création de leur start-up. Très bien. Et selon différentes étapes, tout le processus d'accompagnement d'un projet innovant. Donc, et bien sûr, on va les mettre en contact avec des industriels ou tout dépend du projet. Tout dépend du projet, justement, et de sa portée par rapport à l'environnement, j'imagine. Oui, voilà. Excellent. Donc, vous avez aussi des escales prochaines qui sont en préparation et vous êtes déjà en cours de préparation de la prochaine étape. Justement, la prochaine étape, ce sera à Biskra, centre de recherche scientifique et technique des régions arides. Et là aussi, c'est la spécificité de Djelfa, en fait. Voilà. C'est Biskra. C'est à Biskra. Biskra, ça reste toujours la porte du Sud et c'est toujours... Voilà, c'est l'agriculture intelligente. Ah. Voilà, c'est plusieurs thèmes, irrigation, fertilisation raisonnée, donc il y a plusieurs thèmes. C'est vrai que depuis quelque temps, on exploite autrement l'oasis, on exploite autrement les palmeraies, on va vers une agriculture, un développement de l'agriculture dans ces régions. Je citerai également Ardaya, Biskra, et toutes ces régions ont développé quand même l'agriculture de fort belle manière. Oui, voilà, une forme intelligente, on va dire. Donc, c'est bien d'appuyer par des idées nouvelles. Voilà, donc notre équipe, enfin l'équipe de l'envedette partira, donc moi je fais partie de cette équipe, on va partir le 9, et donc c'est une expérience, nouvelle expérience aussi à Biskra. Donc là, l'événement c'est le 10 et le 11, c'était prévu le 10, 11, 12, mais là c'est le 10 et le 11. Après cela, ce sera le 15, 16, 17 à Suidania, le centre. Ah, vous revenez à Alger? On revient à Alger et ce sera un troisième challenge ou un concours de start-up. Bâtiment. Je suis curieuse. C'est bâtiment, construction et bâtiment. C'est une ville qui s'agrandit de plus en plus. Et donc, voilà, donc le CNERIB, justement Centre national de recherche ou d'études en bâtiment. Bâtiment. Donc ce qui fait là aussi, il y a des thématiques et il y a aussi des porteurs de projets qui ont postulé. Donc là, on va les suivre justement le 15, 16 et 17. Après, ça sera autour d'autres centres de recherche qui J'imagine que vous parcourez quand même l'ensemble du territoire algérien à la recherche, à l'affût de ces talents. Donc, voilà, parce qu'avant, les porteurs de projets venaient à l'envedette après avoir soumissionné, envoyé à partir de leur petit écran, enfin on va dire ordinateur, ils ont rempli leurs fiches d'identification, etc. Après une présélection, après on les sélectionne. Là, c'est différent. On va vers eux. Ah bah c'est excellent. Donc c'est excellent. C'est une belle démarche. Oui, c'est excellent et l'humain compte beaucoup ce moment-là. Mon expérience, c'était une première expérience ce week-end, une très très bonne expérience. Et c'est vrai que quand on voit une jeunesse qui est en perte de repères, qui est en perte de perspective, qui recherche vraiment une petite attache, une petite accroche. Donc c'est vrai que ça, c'est porteur d'espoir quelque part pour la jeunesse. Oui. D'ailleurs, l'une des candidates qui n'a pas été retenue, j'ai déjeuné avec elle, elle me dit, moi maintenant je sors, même si je n'ai pas eu de prix, moi j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, je sais déjà ma prochaine étape. Et je reviendrai. Voilà. Donc de toute façon, même ceux qui n'ont pas été retenus, ils vont être accompagnés par l'envedette, mais après une autre sélection. Alors, comment se passe cette première télé, Madame Samia Abdelzak?
Ah ben ça se passe très bien, ça va. Vous avez oublié les caméras, vous voyez? Oui, je les ai oubliées. Enfin, vous mettez les gens à l'aise, donc c'est excellent. donc En tout voilà, cas, on est merci ravis de beaucoup. vous recevoir pour parler, pour mettre vraiment un gros plan sur l'Envredette, cet organisme qui fait beaucoup pour la jeunesse, pour justement les porteurs de projets qui en ont grand besoin. Rappelons que l'Envredette, c'est l'agence de valorisation des résultats de recherche et du développement technologique et que vous êtes chef de département au sein de cet établissement. Voilà, chef département coopération et partenariat. Voilà. Donc, vous parliez tout à l'heure du CDER. Vous avez aussi entrepris toute une voie vers une coopération pérenne. Oui, on a signé une convention. On a signé une convention d'accord de partenariat entre le CDER et l'Envredette le jour de la remise, justement, le 1er décembre, la remise des prix. Donc, et que permettra justement cette nouvelle convention entre les deux établissements? La convention, c'est justement ces challenges, entre autres. S'ils ont aussi, ça sera beaucoup plus par rapport à ça, de mettre en avant également leurs projets, parce que aussi CDER, aussi ils ont d'autres projets, donc les mettre aussi en avant. Donc c'est un partenariat dans les deux sens aussi. C'est bien, donc vous allez valoriser aussi la recherche au sein de ces établissements. Voilà. Et voilà, l'aboutissement et le développement des projets dans ces voilà, dans les différents respectifs. Centres, oui. On a vous fait avez parlé de grands challenges, donc là c'était Challenge Days. Challenge Days, oui. Challenge Days, c'est bien Challenge ça. Days. Le CDR, c'était des aides clean, des aides clean énergie propre. Très bien. Donc, comme je vous ai dit, pour le BISCRA, c'est agriculture intelligente. Donc, tout dépend des thématiques. Mais de une fois chaque que vous centre. avez bouclé justement la tournée, est-ce qu'il va y avoir aussi émergence du meilleur porteur de projet, ou est-ce que voilà, c'est au niveau régional ou local C'est-à-dire, que vous intervenez? non, c'est-à-dire, ça sera l'accompagnement. Très bien. Donc, le challenge est comme ça, parsemé à travers le Donc, pays. déjà, il y a déjà une première sélection. Pour nous, c'est une première sélection pour ces jeunes, même s'ils ont été sélectionnés 2 fois. Il y a eu une première sélection, une présélection. Le jour de l'événement ou le jour de la clôture, c'était une autre sélection. Après, nous, on va les mettre sur le terrain. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour le terrain, Madame Samia Abdelzerk. Merci. Encore une fois, merci d'être là. Vous représentez ce matin l'Envredette dans Bonjour d'Algérie. Merci. Voilà, à travers vous, on salue tout l'ensemble, justement, des travailleurs de cette, agence. Merci beaucoup. Voilà. Bon vent pour les prochaines télés, alors. Merci. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce moment. En tout cas, pour nous, c'était très bénéfique et j'espère que ça a été le cas pour l'ensemble des jeunes qui nous regardent et qui auraient vraiment des idées comme ça qui bouillonneraient dans leur tête. Donc, j'espère qu'ils accoucheront ces idées sur du papier, sur leur support divers et puis qu'ils enverront à l'Envredette leur projet. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous ce matin. Nous sommes le 4 décembre, je le rappelle. Passez une excellente journée. Et puis, vous retrouverez Amal Almi demain pour le meilleur de l'actualité à partir de 8h.